Le vent me soufflait au visage, m'apportant de vagues de pressentiments. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose me suivait depuis longtemps. Il m'était impossible d'écarter cette pensée. Je fixais le disque de la lune, sa faible lumière, essayant d'y trouver une réponse, mais cela ne faisait qu'accroître mon anxiété. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Il y avait trop de tromperies, trop d'enjeux. Je suis un scientifique. J'ai fait partie d'une grande équipe qui travaillait dans une installation spatiale secrète. Nous faisions des recherches sur la Lune. À l'époque, nous étions probablement 30 ou 40 scientifiques de diverses spécialités. Géologues, astronomes, ingénieurs, médecins, psychologues. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas exactement combien d'années, car nos rapports y ont été écrasés et réécrits par la suite. Nous avons reçu une mission informelle, transmise par des canaux fermés. Établir toute la vérité sur la composition et les caractéristiques de la face cachée de la Lune. Quelqu'un à l'étage supérieur pensait qu'il s'y cachait bien plus que les habituels cratères de météorites. Oui, officiellement, nous avons parlé de la recherche de ressources potentielles, des mystères de la topographie lunaire. Mais nous savions tous qu'il y avait un autre programme. Les documents contenaient des allusions étranges, comme si la face cachée de la Lune pouvait abriter des objets qui n'appartenaient pas à notre civilisation. Dès le début, nous avons été prévenus que toutes les informations obtenues au cours de la mission étaient bien classifiées. Nous avons signé des tas de documents, nous obligeant à ne rien divulguer. On nous a promis beaucoup d'argent. On nous a parlé de sauver notre réputation, notre crédibilité. J'étais plus jeune, plus naïf, et je me disais, c'est le prix des grandes découvertes spatiales. À l'époque, je ne me rendais pas compte qu'on m'entraînait dans un gouffre noir dont il était incroyablement difficile de sortir. Pendant les 2 premières années, nous avons étudié des images, effectué des balayages à distance de la surface. Nous avons utilisé des instruments sophistiqués, spécialement conçus pour surveiller le rayonnement de fond et les anomalies de température. Les résultats étaient alarmants. Il y avait des zones étranges sur la face arrière de la Lune, où se produisaient des poussées d'activité énergétique incompréhensibles. Les ingénieurs ont tenté de l'expliquer par des émissions de particules chargées, des particularités géophysiques, mais certaines personnes, se basant sur la structure inhabituelle des signaux, ont soutenu qu'il s'agissait de quelque chose d'artificiel. Je me souviens qu'un astrophysicien m'a dit à voix basse « On dirait qu'il y a une impulsion qui bat sous la surface de la Lune. » Je ne l'ai pas cru. J'ai pensé que c'était une exagération, mais ces mots sont restés dans mon esprit. Au fil du temps, d'autres observations ont été faites. Nous avons constaté qu'à certaines périodes, disons tous les 3 ou 4 mois, des éclairs apparaissaient soudainement sur la face arrière, visibles uniquement dans un certain rayon. Les satellites émettaient des signaux qui ressemblaient à des bruissements ou à des chuchotements. Je me souviens que notre programmeur fixait l'écran, écoutant les enregistrements de ces vibrations, puis me regardait avec des yeux ronds. C'était comme si quelqu'un essayait de parler, mais sa langue était complètement différente. Toutes les données ont été envoyées dans un centre fermé, où elles ont été analysées et où il a été ordonné de ne pas en parler. Mais nous, scientifiques, ne pouvions pas nous contenter de fermer les yeux. Nous avions le sentiment d'être tombés sur un indice susceptible de modifier notre compréhension de la vie dans l'univers. Un peu plus tard, nous avons eu l'occasion d'envoyer des sondes spéciales en orbite autour de la Lune. Dès qu'elles ont pris la bonne trajectoire et commencé à étudier la face arrière, nous avons découvert d'étranges formations, comme des chaînes de cratères dans une ligne étrangement régulière, certainement créée par l'homme. Cependant, toutes ces données étaient bien soigneusement codées, stockées uniquement sur des serveurs séparés, auxquels seules quelques personnes avaient accès. Elles ne figuraient pas dans la base de données générale
présenter au monde entier. On nous a demandé de ne fournir que des informations ennuyeuses sur la structure géologique et la mécanique des sols dans les rapports officiels. Pas un mot sur les mystérieuses anomalies. La révolution dans mon esprit s'est produite lorsque l'expédition habitée, visant à atterrir sur la face cachée de la Lune, a finalement été approuvée. Bien sûr, il a été officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un vol d'essai, d'un test de nouvelles technologies. Mais en fait, nous avions une mission, pénétrer dans certaines zones d'où provenaient ces mêmes signaux. Comme je l'ai appris plus tard, les supérieurs soupçonnaient de la présence de structures d'origine extraterrestre. Après tout, la nature n'aurait pas pu arranger aussi clairement les rangées de cratères. Ils ont dit que ce n'était qu'une possibilité, mais nous nous sommes rendus compte que quelqu'un en haut en savait déjà plus que ce qu'il disait. Le vol a eu lieu au cours d'une nuit calme et discrète. Officiellement, il s'agissait d'un essai de fusée en orbite terrestre basse. En réalité, un vaisseau avec un équipage de plusieurs spécialistes s'est rendu sur la Lune et en a fait le tour d'un côté qui n'est pas visible pour les habitants de la Terre. J'étais sur Terre. J'ai coordonné une partie des expériences. Il y avait un contact direct avec les astronautes par le biais de canaux fermés. Il y avait avec eux une personne très respectée dans notre groupe, un capitaine qui avait volé plus d'une fois dans l'espace. Il m'a parlé de ses prémonitions, de la crainte que nous n'allions dans des endroits où nous ne devrions pas aller, mais les ordres étaient les ordres. Lorsque le vaisseau a atteint le bon point, nous avons reçu la première image, des objets géométriques incompréhensibles sur la surface lunaire, disposés dans un ordre parfait. Certains avaient des arêtes verticales de vive, d'autres étaient à moitié recouvertes de poussière, mais ils présentaient une étrange régularité. J'ai entendu l'équipage s'exclamer dans le micro. Bon sang, on dirait les ruines d'une ville. Au centre de ces dômes décombres, se dressait une sorte de dôme ou de structure massive d'où partaient des lignes en forme de rayons. Personne ne pouvait dire ce que c'était. Un silence tendu s'est installé dans le quartier général. Nous avons tous compris que cela ne pouvait pas s'expliquer par des phénomènes naturels. Ensuite, tout s'est déroulé selon un plan accéléré. L'équipage a posé le module, officiellement appelé « Reconnaissance », à quelques kilomètres de l'objet mystérieux. Bientôt, nous avons reçu une communication audio. La surface est trop poussiéreuse, mais le sol est serré. Nous nous dirigeons vers une structure inconnue. Tous ceux qui ont écouté ces conversations avaient là le souffle coupé. J'ai cru sentir le froid à travers les hautes-parleurs. Les astronautes avaient des caméras et diffusaient des images. Sur l'écran, je voyais des rochers gris, l'horizon inondé d'une faible lumière. La Lune était éclairée par un faible reflet de la Terre. Peu à peu, un objet massif de matière sombre est apparu dans le champ, comme s'il s'agissait d'une pierre noire, fondue ou, au contraire, polie artificiellement. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, la connexion commençait à s'affaiblir. Il y a des interférences, comme si quelqu'un perturbait le canal radio. L'équipage se plaint d'un bruit croissant dans ses écouteurs. Finalement, ils purent distinguer les mots suivants. Cela semble complètement différent des ruines. Les murs semblent organiques ou est-ce du métal? Nous touchons la surface. Elle est fraîche, mais elle doit être chauffée par le soleil. Et soudain, un brouillage perçant, le microphone rempli de grincements. Nous pensions avoir perdu le contact, mais après quelques secondes, l'un des astronautes a repris la parole, la voix fêlée. Nous voyons une entrée, un grand espace dans le mur, comme un couloir. Nous décidons d'y entrer. La suite de l'histoire a fait pâlir plus d'un d'entre nous. La caméra a filmé les hommes en combinaison spatiale qui ont franchi l'ouverture fracturée et se sont retrouvés dans un espace semi-obscur. Les rayons des torches faisaient ressortir d'étranges reliefs de la pénombre. Quelqu'un a commenté « On dirait des sculptures
ou des motifs, je ne sais pas. Il y a des protubérances sur le dessus. Soudain, la caméra a tremblé, l'image a sauté. On a entendu un cri. Ça bouge, le mur bouge. Puis la connexion s'est coupée. C'est la panique dans le centre de contrôle. Les visages pétrifiés, les officiers hurlent, ordonnant de rétablir la transmission. Je me suis assis plus blanc que le mur. Il y eut de longues minutes de bruit et d'interférences, puis l'écran afficha à nouveau une image. 2 cosmonautes tournés vers le passage, d'où ils semblaient s'être enfuis. Ils nous ont appris que le 3e membre de l'équipage avait disparu, comme s'il avait été entraîné à l'intérieur. Nous pouvions entendre leur cœur battre à travers le microphone, leur respiration lourde. Ils marmonnent qu'ils ont vu du mouvement dans l'ombre, que d'il y a quelque chose dehors, trop gros, et que puis les couloirs sont remplis d'un son vibrant, comme si quelqu'un chuchotait à des dizaines de voix. L'un d'eux voulait retourner chercher son compagnon, mais l'autre criait que c'était de la folie, qu'il y avait quelque chose d'hostile dans les profondeurs. Mais les commandants sur Terre leur ont ordonné de continuer à chercher leurs collègues disparus, car on ne peut pas laisser un homme derrière soi. J'ai pu lire l'horreur sur le visage de leurs supérieurs. Eux-mêmes ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient. Peut-être avaient-ils peur de perdre des données précieuses sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Les astronautes se sont donc dirigés à nouveau vers l'entrée. Auparavant, ils ont allumé les projecteurs externes de leurs casques, afin de mieux éclairer l'ensemble. La nouvelle image nous montra un long couloir sinueux qui descendait vers le bas. Les murs ressemblaient à de la chair fragile, mélangée à des inserts métalliques, comme si quelqu'un avait combiné l'organique avec la technologie. La plupart des scientifiques de présent ont sursauté, car cela contredisait tout ce que nous savions sur le sol lunaire. Soudain, la combinaison spatiale d'un astronaute, il s'appelait, disons, Victor, s'est mise à émettre un signal de fuite. Victor a crié, paniqué. J'ai été touché par quelque chose. Un fer de lance. Il a percé le compartiment à oxygène. Les autres se sont précipités sur lui, essayant de colmater rapidement la brèche. On pouvait entendre leurs supérieurs leur ordonner de quitter l'installation immédiatement, car Victor ne tiendrait pas 10 minutes sans oxygène. Mais il continue donc à s'enfoncer dans les profondeurs, sous les ordres de la Terre. Trouver l'homme disparu, terminer la mission. Il semble que les gens d'en haut accordent plus d'importance aux contacts secrets qu'aux vies humaines. Les bips et les bourdonnements ont repris sur les ondes. La caméra se coupait périodiquement et nous ne voyions que des fragments, des plans déchirés d'étranges colonnes suspendues dans l'espace, des trous ronds dans les murs qui ressemblaient à des yeux géants. La chair de poule me parcourait la peau. J'avais l'impression que ces murs étaient vivants et qu'ils nous regardaient. C'est alors qu'un cri étouffé retentit dans le filet. Notre cosmonaute disparu. Appel à l'aide. Victor et son partenaire se sont précipités dans les profondeurs. Des torches ont clignoté. Des ombres inquiétantes ont dansé autour d'eux. Au sol, au quartier général, nous suivions frénétiquement chaque bruit. Enfin, la caméra a éclairé une créature que l'on ne peut décrire sans frémir. Elle dominait l'homme, ressemblant à un enchevêtrement de membres flexibles et de plaques d'os. Sa forme avait des caractéristiques extraterrestres. Une structure crânienne, lisse sans yeux visibles, mais on avait l'impression qu'elle pouvait voir. Des mains ou des pattes, nous ne pouvions pas comprendre. Tenîmes l'astronaute comme la proie d'une araignée, et de la surface de cette créature émanait une étrange lueur, intermittente, comme si elle respirait. On entendait l'astronaute gémir, puis la créature a levé la tête, et la lanterne a arraché à l'obscurité ce qui m'est apparu comme un abîme, des orbites vides, ou, au contraire, une vague obscurité qui rayonnait d'un éclat glacial. Je ne savais pas comment le décrire, mon cerveau refusait de comprendre. Toutes les personnes présentes dans le centre de contrôle se sont figées.
Certaines d'entre elles ont poussé des cris. Victor et son partenaire ont pointé une sorte d'arme ou d'outil sur la créature, mais pas à temps. La seconde suivante, il y eut un grondement assourdissant, comme si tout le couloir avait hurlé. La caméra a dansé, s'est renversée. Au moins, nous avons eu le temps de remarquer que la créature ouvrait quelque chose comme des ailes intérieures ou des plaques chitineuses, enveloppant les astronautes de la tête aux pieds. Les cris ont cessé. La transmission a été complètement interrompue. Le centre de contrôle s'est transformé en un véritable chaos. Des militaires hurlant en prétendant que tout était sous contrôle. Des scientifiques courant dans les couloirs en riant de terreur. C'est comme si une prise de conscience m'avait frappé. Sur la face cachée de la Lune, nous étions tombés sur des formes de vie dont les capacités et les intentions nous étaient inconnues. Et nous n'étions que 3 à voyager pour les rencontrer. Quel risque insensé! Après quelques minutes, nous avons réussi à rétablir le canal audio, mais nous n'entendions qu'une respiration sifflante, un bruit comme celui d'une rafale de vent, alors qu'il ne devrait pas y avoir de vent dans le vide. Puis la connexion a disparu. Personne ne pouvait croire que cela s'était terminé ainsi. La direction nous a demandé d'arrêter d'urgence le programme, de cesser d'émettre, de bloquer tous les fichiers vidéo. Ils ont dit que nous allions faire croire à une mésaventure d'amarrage, à un accident technique, et qu'une mission de sauvetage supplémentaire devait être envoyée immédiatement, mais bien sûr, tout cela dans le plus grand secret. L'argument est le suivant. S'il existe vraiment une forme de vie extraterrestre, nous ne pouvons pas laisser le public l'apprendre. Tout a été fermé. J'ai dû signer de nouveaux accords de menace de non-divulgation. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. La peur régnait au sein du quartier général. Et si les créatures pouvaient d'une manière ou d'une autre transmettre un signal à la Terre, ou même nous atteindre? Cela semblait illusoire, mais qui savait? Personne ne comprenait ce qui se passait à l'extérieur. La mission de sauvetage a été préparée dans l'urgence. Elle comprenait plus d'hommes, des armes plus lourdes et un plan. Atterrir sur le site, s'infiltrer, trouver des survivants, s'il y en avait, et recueillir autant d'informations que possible. Et, bien sûr, tout était gardé sous le sceau du secret. Je figurais également sur la liste des spécialistes chargés de participer au contrôle au sol de la mission. Pendant toute cette période, j'ai été tourmenté par des rêves terribles. Sur la Lune, j'ai vu une immense foule de créatures qui nous entouraient, et du vent, alors que sur la Lune il y a du vide. C'était des visions cauchemardesques. Je me réveillais en sueur froide, sentant le silence inquiétant qui régnait derrière la fenêtre. J'étais effrayé par le fait même que je touchais un secret qui pouvait détruire la compréhension du cosmos par l'humanité. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lorsque le 2e vaisseau a été lancé, toujours sous la légende officielle de mise en orbite d'un satellite, j'ai écouté attentivement toutes les négociations avec l'équipage. Ils étaient déjà 6, équipés spécialement, avec des coudières blindées et des petits cutters laser. Je doute que les lasers aient été utiles contre ces créatures, mais tout de même. Arrivés sur la Lune, ils en ont fait le tour et ont corrigé leur trajectoire vers un point d'atterrissage proche de l'objet découvert par leurs prédécesseurs. Les communications tenaient à peu près, bien que constamment déformées de par les interférences. L'atterrissage s'est déroulé sans problème. Après l'atterrissage, l'équipage confirme la présence du vaisseau des cosmonautes précédents à 300 mètres de là. Personne ne se rencontre, c'est le silence. Il n'y avait aucune vie à l'intérieur de ce module. Le commandant de la mission secondaire a déclaré que tout y était hors tension et qu'il n'y avait aucune trace des astronautes eux-mêmes. Seulement du matériel abandonné, des gouttes de quelque chose qui ressemble à un liquide sombre, peut-être du sang. Mais dans les conditions lunaires, ce liquide se solidifie rapidement et prend un aspect différent. À contre-cœur,
Mais sous les ordres, ils se sont rendus à la même structure, étrange. Un énorme dôme noir s'enfonçant dans le sol. Et déjà à proximité, il y avait des signes qu'une partie de la surface semblait s'être ouverte, avec des débris jonchant le sol. Ces débris ont peut-être été créés lorsque les astronautes ont tenté de s'enfuir, ce qui n'est pas clair. Par endroits, il y avait des traces d'égratignures barreaux profondes, comme si d'énormes griffes avaient strié le sol. 2 astronautes, je les appellerai Yuri et Matvey, ont commencé à inspecter le périmètre, et les autres ont commencé à préparer les boules d'éclairage qui pourraient y être lancées à l'intérieur pour balayer l'espace sans y entrer eux-mêmes. Et là, il s'est passé quelque chose que nous n'attendions pas du tout. Dès qu'ils se sont approchés de la brèche, une voix assourdissante a résonné dans les profondeurs du couloir, comme déformée sous l'eau, selon les astronautes. Le QG s'est figé. S'agit-il d'une tentative de communication? Les gens ont allumé les micros extérieurs, ont essayé de faire quelques 2 pas à l'intérieur. J'ai entendu le capitaine de la mission chuchoter « Mon cœur bat comme un marteau dans ma poitrine ». On passe à autre chose. L'écran ne montre que des murs d'un blanc immaculé et des bouffées de poussière lunaire. Soudain, l'un des astronautes a reculé. « Regardez, il y a une lueur !» La caméra a capté une lueur légèrement visible dans les profondeurs du tunnel, comme un rayon froid et bleuté. Le commandant a alors ordonné le lancement d'un ballon éclairant robotisé. Le ballon a été lâché et nous avons vu l'appareil rouler vers l'avant, projetant un faisceau lumineux. Au bout de quelques millisecondes, il est arrivé dans une grande salle et l'émission a montré que le plafond était très haut, comme le dôme d'une cathédrale, et que sur les côtés des murs s'ouvraient d'énormes ouvertures. Le robot a enregistré de nombreuses nervures étranges qui dépassent des murs comme des arcs brisés. Et surtout, au centre du sol se trouvaient 5 ou 6 cocons ressemblant à des capsules denses, chacune plus grande que la taille d'un homme. Ils étaient enveloppés dans des sortes de rubans entrelacés. Les capteurs du ballon ont alors détecté un mouvement. L'une des capsules a faiblement bougé. L'opérateur sur Terre pousse un cri d'horreur. Les astronautes voient les images tout sur leurs écrans et hésitent. Faut-il continuer? Mais les ordres, et malheureusement leur courage professionnel, les ont forcés à entrer dans le hall. La caméra retransmettait la façon dont ils s'approchaient d'or de ces cocons, les tripotant lentement avec leur combinaison spatiale. Soudain, un astronaute s'écrie « C'est ici que gîte notre camarade » et de montrer à la caméra, sur le sol, adossé au mur, était assis l'astronaute de la première mission. Je crois que c'est celui qui a disparu le tout premier. Il n'a plus de casque, son visage est pâle, mais ses yeux sont ouverts. Respire-t-il? Non, il ne pouvait pas respirer. On ne peut pas survivre sur la Lune sans combinaison spatiale. Mais il semblait que ses paupières battaient haute. Puis, Yuri le toucha doucement. Il ouvrit brusquement la bouche, mais il n'y avait pas de langue. Juste un trou noir d'où s'échappait un gémissement. Un gémissement horrible qui n'était ni humain ni animal. Nous avons entendu le son à la radio, et beaucoup de gens sur Terre se sont agenouillés. L'astronaute a rebondi, et le beach mort-vivant a soudain sifflé, levé la main. Ses doigts semblaient tressés par des excroissances. Lorsque les cosmonautes tentent de le retenir, il se débat comme s'il était pris d'une crise, puis se décompose sous leurs yeux, se réduisant en poussière noire. Cela s'est passé en quelques secondes, comme si son corps s'accrochait à sa dernière impulsion énergétique. La peur s'empare de l'équipe, mais on leur dit de continuer et ils s'approchent d'un cocon. Ils ont commencé à le scanner, essayant de découvrir ce qu'il contenait. Les instruments montrent une masse organique, mais d'une nature peu claire. Et puis, il y a eu une étrange résonance sur le canal de communication, comme si quelqu'un était entré sur la fréquence et avait dit quelque chose comme « Tch, Raz » dans une langue incompréhensible.
C'était comme si quelqu'un essayait d'imiter notre radio. La direction sur Terre a ordonné aux astronautes de répondre, d'allumer l'émetteur. C'est ce qu'ils ont fait. Soudain, ils ont entendu quelque chose comme « Pourquoi êtes-vous ici ?» sur un ton douloureux et déformé, mais dans une langue que nous pouvions comprendre. Tout le monde dans le centre est devenu insensible. Il y a donc vraiment un contact? Le commandant de la mission a essayé de parler. Nous sommes des humains. Nous sommes devenus pour explorer, pour communiquer. Qui êtes-vous? Quelques secondes de silence, puis un rire glacial, comme s'il provenait de plusieurs voix à la fois. La voix répondit « Vous êtes de la nourriture. Vous avez pris notre famille. Vous avez envahi. » Sur ce, l'éther devint brusquement silencieux, et l'un des cocons de la salle éclata soudainement, libérant une masse effroyable de ce qui ressemblait à des membres enchevêtrés. La créature s'est levée d'un bond, si l'on peut parler de pied, et a sifflé. Les astronautes ont ouvert le feu avec des cutters laser. Il y eut un cri déchirant, et les organiques éclatèrent en étincelles vertes. La créature tomba en se tordant. Le laser semblait l'avoir sérieusement endommagée, mais au même moment, les autres nacelles commencèrent à bouger. 3 ou 4 formes similaires en sortirent en même temps. C'est la panique. Les astronautes crient, se débattent. La caméra transmettait des bouffées de poussière, des éclairs de laser, des lueurs. Il était significatif de constater que ces extraterrestres ne ressemblaient pas à ceux auxquels nous sommes habitués dans la science-fiction. On aurait dit qu'ils étaient fusionnés à des éléments métalliques et que leurs membres étaient pliés à des angles inimaginables. Un astronaute a crié « Il coupe ma combinaison !» avant que le signal ne disparaisse. Un autre s'effondre soudain, comme enveloppé par un tentacule fragile. Le capitaine est apparemment resté dans le hall, essayant de se frayer un chemin vers la sortie. Le microphone qui souffle ne contient que des bribes de « retour, envie, nous, devons ». Mais de nouvelles créatures ont fait irruption dans le cadre, plus petites, plus rapides. Elles se ressemblaient à des insectes sombres courant le long des murs. J'ai vu l'une d'entre elles bondir sur le capitaine, le projetant au sol. Il a perdu son casque, a crié. La caméra s'est tournée vers le plafond. La dernière chose que nous avons entendue, c'est son appel désespéré. « Ils sont dans mon esprit ». Puis toute la ligne de communication a été envahie par les interférences. Le silence règne dans le centre de contrôle. Personne ne savait quoi faire. Nous avions l'impression d'assister à une scène de cauchemar. Une race monstrueuse, sommeillant sur la face cachée de la Lune, se réveillait. Et nos camarades n'étaient que des victimes tombant dans les griffes d'une force inconnue. Les militaires ont commencé à se donner des ordres de toute urgence, et les supérieurs ont crié haut et fort que tout était classé d'urgence. Ne vous avisez pas de donner des fuites. Je suis resté assis, incapable de bouger, sentant des vagues de froide de terreur me parcourir l'échine. Plus tard dans la nuit, nous avons été convoqués à une réunion d'urgence. Ils ont annoncé que la mission avait échoué, qu'il n'y avait aucune communication avec l'équipage, que les combinaisons de spatiales enregistraient l'arrêt des fonctions vitales. Le module, c'était de rester sur la Lune. Qu'en est-il maintenant? Il a été question de ne pas déplacer les corps, ou quoi que ce soit d'autre. Il faut sceller l'installation, utiliser des moyens de destruction externe, peut-être envoyer des bombes automatiques pour détruire tout le quartier. J'ai compris. Les hautes sphères voulaient, par tous les moyens, effacer les traces de la présence de la race de l'autre monde, empêcher les gens d'en avoir connaissance. J'ai été choqué. Incinérer des structures entières sur la Lune pour cacher ce qu'ils avaient trouvé? Mais ils étaient assez près. Je me souviens que, d'après mes informations, ils construisaient dans les entrailles des laboratoires le prototype d'un nouveau système d'armement.
conçu pour être testé sur des astéroïdes. Apparemment, ils prévoyaient de l'envoyer sur la surface lunaire. Les responsables ont déclaré « Nous devons éliminer la moindre menace et ne rien dire à personne. Si l'on apprend que nous avons trouvé des formes de vie sur la Lune, ce sera la panique. » J'ai écouté et je me suis figé. Ils décidaient du sort des gens et peut-être de celui de la planète. Car si ces créatures étaient monnaie plus dangereuses que nous ne le pensions, nous les provoquions. J'ai fini par apprendre que, quelques semaines plus tard, ils avaient en fait envoyé une sorte de drone de frappe puissant, conçu pour nettoyer la zone. C'est bizarre pour moi de dire cela, mais il semble qu'ils aient pu frapper en faisant exploser la base ou la veille de la ville où vivaient dans les créatures. En tout cas, d'après eux, la série de scans suivante a montré que la structure était détruite et qu'il n'y avait plus aucun signe d'activité. Cela signifie-t-il que le problème est résolu? C'est le cas, mais j'ai vu d'autres données que mes supérieurs n'ont pas rendues publiques. Quelques mois après la destruction de l'objet, les signaux anormaux sur la face cachée de la Lune sont devenus encore plus intenses. C'était comme si un essaim en colère s'était réveillé. Les scanners ont détecté des milliers de points de mouvement sous la surface, comme une colonie entière de ces créatures, non liées à un seul dôme. Ce dôme n'est peut-être qu'une petite partie, une sorte d'avant-poste. Ayant compris qu'il ne fallait pas sous-estimer les humains, la race qui vivait là s'est mise en mouvement. Malheureusement, ou heureusement, ces données sont classifiées, et je suis l'un des rares à avoir appris la vérité. Mes supérieurs ont essayé de me convaincre que tout était sous contrôle, calmez-vous. Mais une panique grandissait au fond de moi. Et s'ils allaient d'au plus loin? Ces créatures seraient-elles capables de quitter la Lune, de venir jusqu'à nous, ou, à tout le moins, d'affecter nos communications et nos esprits? En me souvenant de l'astronaute criant « Ils sont dans ma tête », j'ai réalisé que le contact pouvait être non seulement physique, mais aussi mental. J'ai commencé à faire des cauchemars, comme si les chuchotements de quelqu'un pénétraient dans mon cerveau. Encore et encore, je voyais ces membres, flexibles, arracher la peau de leur victime. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'une hallucination due au stress. Mais j'ai vite remarqué que les autres membres de notre équipe avaient l'air brisé. 2 psychiatres qui travaillaient avec les astronautes ont admis que les membres de l'équipage de la première mission s'étaient pris plein de cauchemars avant l'atterrissage, comme s'ils entendaient des appels de la Lune. Les créatures semblaient d'y pouvoir communiquer à distance. Le monde ne sait rien. Les 2 journaux parlent de nouvelles fusées, de recherche, de progrès dans l'exploration spatiale. Personne ne se rendait compte que derrière le mince voile d'information se cachaient des découvertes cauchemardesques. J'ai voulu fuir, prévenir la presse, mais je me suis rendu compte qu'on me traiterait de fou. Ou peut-être me traiterait-on-il de traître. Pendant des mois, j'ai essayé de faire des allusions à des journalistes indépendants, mais en vain. Soit on ne me prenait pas au sérieux, soit on nettoyait les conversations. C'est alors que s'est produit l'événement qui m'a finalement poussé à tout révéler. Une nuit, je me suis retrouvé dans un laboratoire en train de traiter des signaux provenant de la Lune. L'ingénieur de service m'a appelé et m'a dit que dans un flot de chuchotements étranges, il avait capté un court fragment qui ressemblait à « Nous viendrons ». Je l'ai écouté. En effet, il s'agissait d'un son russe déformé, comme une répétition. Je pouvais comprendre les mots. Nous viendrons. Le pont. Bientôt. Apparemment, les extraterrestres, si c'était bien leur voix, étaient au courant du canal de communication et essayaient l'ami de menacer ou d'avertir. Un frisson glacial me parcourut. S'ils peuvent ainsi modeler nos mots, c'est qu'ils comprennent notre langue. Peut-être ont-ils infiltré les astronautes qu'ils ont emmenés? Ont-ils appris toutes les informations? En haut, bien sûr,
Ils ont décidé de mettre tout cela sur le compte d'un problème technique et ont interdit d'en parler. Mais j'ai fini. J'ai compris que c'est un crime de cacher quelque chose comme ça. Les gens ont le droit de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et ces créatures ne semblent pas amicales. Nous avons attaqué en premier, sans doute. Nous avons tué quelques-uns d'entre eux, fait exploser leur base. Ils préparent une réponse. Et qui sait quel est leur potentiel? Peut-être sommes-nous déjà condamnés, mais il vaut mieux affronter la vérité que de se cacher dans une fausse paix. C'est pourquoi j'ai osé tout dire. Je suis suivi, probablement sur écoute. Mais je n'ai plus peur. J'ai seulement peur de ce qui pourrait arriver au monde lorsque la race de l'autre côté de la Lune se dévoilera enfin complètement. Je sais que certains dignitaires essaieront de concocter de nouveaux projets pour continuer à nettoyer. Mais je doute que nous gagnions. Ces créatures ressemblent à une colonie, adaptable, intelligente et coriace. Et si elles ont vraiment compris comment pénétrer nos esprits, le compte est bon. Je me souviens des visages des astronautes décédés, de l'expression d'horreur sur leurs visages dans ces dernières secondes. Je suis resté en contact avec eux. Je les ai connus comme des amis. Et leur mort était le prix à payer pour cette invasion arrogante. Ces êtres ou forces sur la Lune étaient probablement en sommeil depuis longtemps, jusqu'à ce que nous frappions. La question qui me taraude est la suivante. À quoi pensent-ils? Comment pensent-ils? Après tout, ils ne ressemblent pas à des aliens ordinaires. Ils semblent avoir des organes entrelacés avec des structures étranges. Seraient-ils des biomachines, quelque chose entre le vivant et la mécanique, qui auraient depuis longtemps quitté leur berceau pour s'installer sur la Lune? Je me suis rendu compte que tout ce qu'on nous avait raconté sur le cosmos ne ressemblait plus à un vide tranquille et sûr. Tout change quand on regarde au-delà de la face cachée de la Lune. Et maintenant, ces secrets pourraient retrouver un sinistre débouché. Imaginez que d'autres pays découvrent ce qu'il y a là-bas, la course à l'accès, à la suprématie. Pendant ce temps, les créatures observent nos querelles et se préparent à frapper. Ces derniers jours, j'ai senti la présence croissante de quelque chose d'invisible. Dans mes rêves, des pensées extraterrestres frappent à ma porte, murmurant « Nous observons ». Je ne sais pas si je deviens folle ou si c'est vraiment leur attaque psychique, mais de plus en plus souvent, je me réveille avec l'impression que quelqu'un se tient dans le coin de la pièce, alors qu'il n'y a personne. Une fois, j'ai même vu une ombre se dessiner près de la fenêtre à 3 heures du matin. Imagination, peut-être. Ou un avertissement. Il se peut qu'il soit déjà en train de se frayer un chemin jusqu'ici. En conséquence, j'ai décidé de laisser les gens entendre mon histoire, du moins certains d'entre eux. Peut-être que je serai démasqué comme un menteur, détruit, réfuté. Mais si quelqu'un prête attention, si quelqu'un commence à demander pourquoi les programmes spatiaux prennent tant de précautions pour cacher les résultats des études de la face cachée de la Lune, s'il y a des fuites de photos ou de vidéos, peut-être que cela obligera le pouvoir à dire au moins une partie de la vérité. Après tout, les gens doivent savoir que là, dans l'obscurité froide de la surface lunaire, se cache un autre esprit, hostile et étranger. Nous avons perdu quelques hommes lors du contact, et en retour, effrayés, nous avons décidé de tout arroser de feu. Mais cela n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, en regardant la nuit éclairée par la lune, je ressens un mélange d'horreur et de désespoir. Ces mots, nous viendrons, me hantent. Quand? Comment? Sont-ils capables de quitter leur base, de se rendre sur Terre? Ou attendent-ils que nous fassions une bêtise, que nous leur donnions accès? Je n'en sais rien. Je peux seulement vous avertir que tout ce que vous avez entendu sur la Lune n'est qu'un jeu d'enfant. En fait, il y a là des forces que nous ne comprenons pas. Et notre premier contact a peut-être déjà été un cauchemar. J'ai été écarté du projet parce que j'ai posé trop de questions. Aujourd'hui,
Je suis au bord du gouffre, pas de travail, pas de défense. Mais je ne veux toujours pas me taire. Parfois, je me demande si ces créatures ne sont pas déjà en train d'infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir. Après tout, elles ont démontré leur capacité d'imitation et d'influence psychique. Peut-être que certains de mes supérieurs sont déjà sous leur contrôle. Dans ce cas, l'extermination d'un Bwenni sur la Lune aurait pu être un acte, et en réalité, ils ont gardé le contact avec eux. Cela semble fou, je sais. Mais après tous les cauchemars que j'ai eus, je ne peux pas rejeter de telles hypothèses. J'essaie de me convaincre que j'ai fait tout ce que j'ai pu en écrivant ces lignes. Mais la peur ne disparaît pas. Lorsque je regarde le disque de la Lune, je remarque parfois une légère ondulation, comme si une lumière étrange y vacillait. Peut-être est-ce dû à mes nerfs, ou peut-être est-ce un appel d'un cratère lointain où se cache un autre esprit. Je veux juste que vous sachiez que derrière les beaux titres sur la conquête de l'espace se cache une terrible vérité. Nous sommes tombés sur une race extraterrestre vivant à l'intérieur du corps céleste le plus proche de nous. Nous sommes entrés en contact et nous nous sommes échappés de justesse, perdant nos meilleurs hommes au combat. Et maintenant, nous vivons en prétendant qu'il ne s'est rien passé. Tout était maintenu dans un faux calme, alors qu'une menace de nature inconnue pèse sur nous. Ces créatures semblent capables d'actions coordonnées. Elles inspirent la folie. Elles se nourrissent de notre peur. Si l'on en croit les témoignages des survivants de la première mission, bien que personne n'ait officiellement survécu, mais on m'a parlé d'un homme qui a été secrètement détenu à la base où il essaie ses morts de parasites inconnus dans son corps. Ou peut-être utilisent-ils notre biologie à leur propre fin, en implantant quelque chose dans nos corps. Que nous réserve l'avenir? Je ne veux pas m'effrayer pour rien, mais cela valait-il la peine de perdre des vies dans une tentative imprudente d'infiltrer leurs repères? C'est déjà fait. Tout ce que nous avons à craindre, c'est que les représailles soient inévitables. En tant qu'expert, je comprends. Si leur civilisation vit sur la Lune, c'est qu'ils ont des moyens d'y exister, et donc de voyager. Peut-être ont-ils des vaisseaux ou des tunnels, on ne sait pas. Les Struag, structures que nous avons trouvées, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mon histoire ne changera probablement rien. Vous le prendrez peut-être pour une autre théorie du complot et l'écarterez. Mais lorsqu'un nouveau programme lunaire verra le jour de manière inattendue, des rumeurs de missions secrètes ressurgiront soudain. Ou si un astronome affirme avoir observé des éclairs sur la face cachée de la Lune, n'en concluez pas que c'est une absurdité. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Pendant trop longtemps, on nous a raconté des histoires de satellites morts. La Lune n'a jamais été vide. Aujourd'hui, il était peut-être temps pour nous de rencontrer ses habitants. Si vous êtes curieux et que vous commencez à creuser, recherchez d'étranges pertes de vue dans les archives lunaires. Demandez pourquoi certaines photos ont disparu, pourquoi certains vols n'ont jamais été confirmés. Vous tomberez peut-être sur des rapports cachés, des preuves de négociation. On dit qu'il existe des enregistrements audio provenant de laboratoires secrets, où l'on peut entendre la voix d'êtres marmonnant à propos des humains et de leur présence indésirable. Je ne l'ai pas entendu moi-même, mais un ingénieur que je connais jure qu'il a édité un tel fichier. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous présenter une preuve parfaite sur un plateau, mais je risque tout en vous racontant ce que j'ai réalisé seul. Ils me prendront peut-être pour un fou, mais c'est le sort de tous ceux qui osent parler. Je le fais pour ceux qui ont encore le pouvoir d'arrêter la folie. Pour que nous ne fassions pas la même erreur en nous précipitant de l'autre côté de la Lune avec des armes, en pensant que nous allons éliminer tous les extraterrestres. Peut-être sont-ils trop nombreux, et sont-ils bien plus anciens que notre civilisation tout entière? Ou peut-être ont-ils déjà trouvé le chemin de notre monde. Parfois,
J'entends un écho dans ma tête. Nous viendrons. C'est un murmure qui ne veut pas s'arrêter. Peut-être s'agit-il d'une invention de ma peur. Peut-être s'agit-il d'un véritable signal. Je ne sais pas non plus. Mais soyez prêts. Ne vous fiez pas aux déclarations officielles des agences spatiales. Si demain elles annoncent la perte d'un vaisseau ou d'un astéroïde, rappelez-vous qu'il pourrait s'agir d'une opération de camouflage. Les êtres de l'autre côté de la Lune ne se limitent surtout pas à de simples méthodes de communication. Ils respirent d'autres énergies. Leur forme choque notre compréhension de l'anatomie. Et ils semblent hostiles, car nous les avons nous-mêmes attaqués avec des armes, en essayant de détruire ce que nous craignons. Nous ne pouvons qu'espérer que le bon sens l'emportera et que ceux qui dirigent secrètement les projets spatiaux comprendront que nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous, scientifiques, avons déjà vu de quoi sont capables les puissants cercles qui cachent les faits. Ils préfèrent paralyser la vérité plutôt que d'admettre que notre Lune est habitée par un cauchemar. Et le contact redouté a déjà eu lieu. Et l'écho de ce contact erre encore dans les couloirs des bases secrètes, reflété dans les journaux de négociation, où les gens ont crié et sont morts, ne laissant qu'un bruissement sur les bandes. Si vous lisez ces lignes, ne vous empressez pas de vous calmer. La Lune est toujours là, suspendue dans le ciel nocturne, calme et silencieuse seulement du côté visible. Mais derrière elle, il y a tout un monde d'ombre dans lequel se cache une race inconnue, vraiment terrible, et de nos propres mains, nous les avons réveillés, nous avons déchiré la paix. Comment se terminera cette confrontation? Nul ne le sait. Mais peut-être verrons-nous bientôt des signes de leur réaction. Et alors, aucune censure ne pourra cacher la vérité. Souvenez-vous de mon avertissement la prochaine fois que vous regarderez la Lune. Elle n'est pas une douce amie de la Terre. C'est un champ froid qui respire au-delà des limites de notre logique. Et si les humains s'y sont aventurés sans réfléchir, ils l'ont payé de leur sang. Je n'essaie pas d'effrayer qui que ce soit, j'essaie simplement d'ouvrir les yeux. Je me demande si nous ne faisons pas partie de l'expérience de cette race, s'ils nous regardent comme des rats de laboratoire. Le souvenir des voix marmonnant « Nourriture, vous avez envahi » me fait frémir. J'espère que ma confession permettra à quelqu'un de comprendre. Notre orgueil cosmique nous a mis en contact avec des forces d'un autre monde qui font trembler l'âme. Et si elles viennent d'Artem maintenant, on voit mal comment les humains pourraient se défendre. Nous avons nous-mêmes ouvert les portes. C'est mon histoire. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous en prie, n'écartez pas la possibilité d'un cauchemar tapi dans l'ombre de la Lune. Et si vous entendez parler d'accidents mystérieux dans les stations spatiales, ne croyez pas les excuses officielles. Nous avons déjà été victimes de notre propre arrogance, et des leçons amères ont été tirées de la mort de camarades. Peut-être ce monde a-t-il encore une chance de comprendre que tous les mystères stellaires ne sont pas sous son contrôle, et que tout dans le ciel n'est pas un vide silencieux. Là, au-delà de la frontière invisible, se cache quelque chose d'étranger, d'impitoyable, qui sait comment chuchoter dans nos têtes, comment habiter nos peurs. J'entends encore ce murmure lorsque je regarde la lune grise et froide, et j'ai peur d'imaginer le jour où ils passeront de la face cachée à la face ensoleillée, et alors le monde entier se rendra compte à quel point il a sous-estimé le silence de l'espace.